Donc là, nous pouvons aussi voir quand c'est une hypothyroïde, on a les cheveux qui sont plus secs, plus ternes, plus rêches, plus cassants, ils deviennent aussi plus fragiles, plus fins. Donc c'est un cheveu qui pousse aussi moins vite. Je sais pas si ça vous arrive des fois à avoir des personnes, ben, le cheveu qui s'est affiné, puis il dit, mais le cheveu, il pousse pas, il s'est arrêté, il va pas plus loin. C'est comme j'ai une cliente qui venait faire sa couleur ben, tous les mois. Et puis, elle a eu un problème de glande thyroïde. Ben, quand elle est venue le mois d'après, il n'y avait pas beaucoup de repousse. Donc, il y a eu cette phase de la glande thyroïde qui a ralenti le métabolisme. Et quand c'est une hyperthyroïde, bon, c'est un excès aussi d'hormones qui va accélérer ce Prends ta place, cycle toi. de cheveux. De ce cycle. Donc, les cheveux deviennent fins et puis doux, ça veut dire, bah, soyeux. Donc, c'est un peu comme bah, du duvet, léger et ils tombent aussi prématurément. Donc voilà le fait de distinguer, savoir quel est est-ce que c'est une alopécie androgénétique ou c'est des troubles de la glande thyroïde. Pour l'alopécie androgénétique, on peut toujours demander si dans la famille il y a des gens qui ont aussi cette même problématique. Et là, on peut comprendre, bah, c'est plutôt héréditaire. Anna, je peux poser une question, Laetitia? Oui, vas-y. Il peut y avoir aussi du multifactoriel. Donc, est-ce que un problème de thyroïdien peut amener aussi à une AG, à, à AG, s'il y a déjà un terrain favorable à ça? Exactement. Ça peut aussi porter à confusion parce qu'il peut y avoir les deux. Exactement. Il peut avoir des troubles de la thyroïde, il peut avoir aussi une alopécie androgénétique. Donc là, on se perd pas. Soit l'un, soit l'autre. Là, il a les deux. Donc, bon, voir aussi, parce que quand il y a un trouble de la thyroïde, si avec le médecin, donc ils ont trouvé le bon médicament, le bon équilibre pour que la thyroïde puisse bien fonctionner, le cheveu peut reprendre sa vie comme il était avant. Tandis qu'avec l'alopécie androgénétique, là, ça diminue, ça miniaturise et ne revient pas comme avant. Narita, moi j'ai aussi une question. Donc moi je suis dans le cas d'une alopécie androgénétique euh, et je m'intéresse très fort à la DHT. Donc j'aimerais comprendre un peu plus profondément ce qui se passe en fait exactement avec la DHT et s'il y a des moyens de remédier ou en tout cas de la diminuer pour éviter d'aller trop loin dans l'alopécie. Alors, qu'est-ce qui provoque la DHT? Vu que c'est Je androgène, sais que je hormonal. sais, oui, je sais que c'est la diminution des œstrogènes. Voilà, diminution des oestrogènes. Et encore, nous avons quelle autre hormone qui provoque la DHT? C'est la testostérone. Ouais, exactement. Quand il y a des phases de stress un peu plus marquées, ça développe cette hormone, la testostérone. Donc les oestrogènes baissent, le testostérone augmente, et c'est ça qui fait que le fait que ça augmente, donc ça se prolifère parce que dans le sébum, nous avons en fait c'est aussi comment dire un producteur d'hormones, la glande sébacée, donc dans le follicule pileux. Donc nous avons ces hormones, c'est ce qui fait fonctionner nos glandes sébacées. Le testostérone fait fonctionner. Et s'il y en a trop, donc c'est ça qui fait donc il y a cette inflammation du follicule pileux et le follicule diminue. Donc après, il faut voir avec, je sais pas, Ghislaine, si tu fais, je pense, des traitements ou quelque chose déjà avec un médecin. Par rapport aux hormones, est-ce que tu prends quelque chose, est-ce que tu prends des hormones pour aider? Non, je n'ai rien fait à part que je fais des traitements de chez Davinez où j'ai des super résultats aussi. Donc j'ai aussi fait quelques LED, tu vois, donc c'est la luminothérapie. Donc voilà, je stimule tout le temps régulièrement, mais j'ai pas pris de traitement hormonal, non. Voilà. Il faut voir, bon après, pas forcément hormonal, ça c'est voir avec le médecin, mais voir aussi dans l'alimentation. Il y a des aliments, bon maintenant je peux pas te dire la liste des aliments, et des aliments qui boostent un peu les oestrogènes et d'autres aliments qui diminuent aussi la DHT. Je crois que j'avais Oui. pris, je sais pas si j'ai pris des notes par rapport à ça.
Alors, on voit passer pas mal sur Facebook, je crois que c'est Vitalis, tu vois, avec des huiles essentielles, notamment le romarin, le gingembre et tout ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Oui, alors ça fait beaucoup parce que les huiles essentielles, ce n'est pas seulement une huile comment dire, par touchement, le fait qu'on l'a posée qui fait l'effet, mais les huiles essentielles, si c'est bien choisi avec le chémotype naturel de l'huile essentielle, qui fait sa qualité. Donc, les huiles essentielles, ils ont des molécules semblables à nous, donc ils vont pénétrer en profondeur et vont agir sur les hormones. Donc, ils vont avoir un impact sur les hormones, si c'est plus ou moins. Maintenant, je peux pas te dire exactement quelle huile essentielle agit là-dessus, mais oui, il existe et il est possible de pouvoir aider avec des huiles essentielles. Mhm. Et là, quand on parle du testostérone, donc le fait que le testostérone active les glandes sébacées, qu'est-ce qui active ce testostérone? C'est le stress. Le stress va agir sur les glandes surrénales qui, de leur côté, vont procurer du cortisol. Et le cortisol, c'est un anti-inflammatoire. Mais quand il y en a trop, donc ça fait plutôt une inflammation. Et ceci active toutes les glandes, les hormones du testostérone. Mhm. Donc Ok. voilà. Donc si tu veux, on- on- je prends des notes par rapport à ça. Puis je mettrai des informations sur ça. Oh, super. Je te... Merci. Ok, très bien. La liste de commissions. Qui d'autre? Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Et si jamais on n'a pas le temps, c'est pas grave. J'ai simplement une cliente qui a donc une alopécie androgénétique, mais qui a eu ça à 19 ans. Aujourd'hui, elle en a 35 à peu près. Donc en fait, c'est très très tôt parce qu'elle a été diagnostiquée, donc elle a consulté, mais on lui a donné des traitements qu'elle a arrêtés parce qu'il n'y a eu aucune amélioration. Donc il n'y a rien à faire pour cette personne. Tu fais partie du groupe, c'est ça? Oui. Oui. Alors, c'est possible de pouvoir mettre ce cas dans le groupe, comme Allez, ça on d'accord. pourra, Je l'ai mettre vu à côté. samedi et je lui ai posé quelques questions justement pour pouvoir le partager. Je ferai comme ça. Merci. Parfait. Et comme ça, on le regardera tous ensemble. Et puis, même si j'ai un peu quelques réponses, mais je veux pas, sinon on n'avance plus. Mais c'est très bien comme réponse. Enfin, comme réponse, comme cas à pouvoir étudier. Merci. Et oui, moi également, Virginie, donc pour Oui. Saint-Tropez, comme on disait tout à l'heure avec Marco, moi c'est pareil, j'ai constaté justement une chute de cheveux pour les hommes de plus en plus précoce, parce qu'avant on disait que c'était à partir de 30 ans. Et bon, nous on a une vie assez particulière ici, parce que les saisonniers travaillent énormément, du stress, je pense aussi pas mal d'addictions. Mais donc je leur fais prendre conscience de tout ça, et d'ailleurs il y en a qui m'écoutent, qui arrêtent de faire leurs bêtises, c'est très bien. Mais en tout cas, effectivement, moi, dès 20 ans, j'ai des hommes qui perdent, des jeunes hommes qui perdent déjà beaucoup leurs cheveux. Donc, du coup, c'est un sujet sur lequel je voulais justement venir en privé, mais du coup, j'en profite pour le dire là, parce que c'est une question que je me pose de savoir comment les accompagner, surtout sur avoir des bonnes réponses, quoi. À savoir, donc oui, les jeunes hommes à 20 ans, aussi les jeunes femmes, quand ils sont dans l'adolescence, préadolescence, adolescence, 13 ans, c'est préadolescence, 16, 18 ans, ils sont dans l'adolescence, on peut dire. Donc le corps se développe. Donc les glandes sébacées commencent à se développer parce que jusque-là encore, elles n'étaient pas très développées, elles étaient présentes mais pas encore fonctionnelles ou elles n'étaient pas encore présentes. Et puis donc les glandes sébacées vont travailler à ce moment-là. Après, les jeunes, c'est quoi oui, ils veulent s'amuser, ils veulent sortir, ils boivent, ils mangent du fast-food. Donc l'hygiène de vie n'est pas correcte. Après, il y a les émotions aussi parce que les hormones fait aussi que les émotions sont aussi déséquilibrées. Et bien sûr, là, il y a une tempête de choses qui leur arrivent. Après, si génétiquement parlant, donc ils sont prédisposés, bien sûr, l'alopécie androgénétique, elle peut se développer à ce moment-là, comme elle peut se développer beaucoup plus tard. Donc, question d'hygiène, ça c'est la hygiène alimentaire, hygiène de vie, psychologique. Donc ça joue un rôle très important qu'on le voit après plus tard.
quand ils sont jeunes, ils se rendent pas compte, ils se disent, mais tout va bien, t'inquiète, je gère. Mais c'est plus tard, après, qu'on voit les conséquences. Ok, j'ai pu répondre un petit peu. Oui, merci. De rien. Les maladies auto-immunes. Donc, c'est ces maladies que on n'en guérit pas. Donc, on peut les maintenir un peu sous contrôle ou pas. Donc, comme par exemple, on a le psoriasis, donc ces grandes plaques d'esquamation importantes qui sont très sèches. Et ça peut être aussi douloureux parce que la peau, elle est pas élastique, elle est épaisse. Donc là, le psoriasis ne touche pas forcément la chute du cheveu. Ça peut toucher la chute du cheveu au moment où ben, ça craquelle, puis il y a des inflammations qui se fait. Et là, ça peut arriver dans le follicule pileux, donc une irritation du follicule pileux. Et la chute du cheveu peut être aussi ben, parce que ces plaques ben, elles sont présentes. Et la personne, elle va faire quoi? Elle va gratter, ça démange, donc elle va gratter. À ce moment-là, ben, elle se tire les cheveux inconsciemment. Donc c'est dû plutôt à la plutôt côté mécanisme, une chute de cheveux si on a du psoriasis. Après, voilà, la dermatite séborrhéique, comme on a pu voir, donc c'est le cheveu qui est étouffé. Là, c'est dans le follicule pileux qu'il y a cette inflammation importante et qui fait que là, le cheveu tombe. Donc c'est pour ça que c'est important quand il y a une séborrhée, donc un sébum beaucoup plus présent que la normale. Donc de pouvoir traiter, c'est-à-dire traiter. Si une personne a les cheveux gras déjà de nature, c'est aussi héréditaire. Donc on peut pas empêcher les glandes sébacées de travailler. Et ce n'est pas parce que plus on les lave, plus on les frotte et plus il y a de sébum. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées, ils ont des glandes sébacées beaucoup plus grosses, un peu plus charnues que d'autres personnes, qui fait qu'il y a plus de sébum. Et la dermatite séborrhéique, ben voilà, si le cheveu n'est pas lavé comme il se doit avec les bons produits, les plaques d'esquamation, donc la peau qu'elle se renouvelle régulièrement, donc ces petites peaux qu'elles doivent partir, ben, elles restent collées, agglomérées. Le sébum, c'est collant aussi, donc on a la poussière, on a la pollution extérieure, il y a beaucoup de choses qui peuvent se coller à ce niveau-là. Et surtout ne pas gratter non plus, ne pas l'arracher, mais donc ne pas arracher ces croûtes-là, mais chercher de hydrater. Donc c'est toujours très important d'hydrater et non pas une fois, mais en plusieurs fois. Et là, dans la dermatite séborrhéique, bah, utiliser des produits, donc on le verra aussi plus tard, avec de l'acide salicylique. Parce que l'acide salicylique va nettoyer en profondeur, va aller en profondeur dans le follicule pileux pour enlever toutes ces toxines qui sont présentes. On peut le voir, l'acide salicylique, un petit peu dans un shampoing peut-être antipelliculaire auquel on nous envoie cet acide salicylique. Et il existe aussi des lotions avec la menthe, eucalyptus, qui peuvent aussi en avoir aussi. Donc, vous regardez dans vos produits, c'est marqué les ingrédients. Si c'est marqué acide salicylique, donc vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour du cheveu gras, pour les pellicules, dermatite. Donc ça, c'est faisable. Après, bah, l'alopécie fibrosante et lichen plante, c'est aussi bah, des maladies auto-immunes qui vont cicatriser là définitivement le follicule pileux. Donc là, on se trouve à un défluvium auquel le follicule pileux il est cicatrisé, le cheveu ne pousse plus. Et par contre, la pelade, c'est aussi une maladie auto-immune qui, bah, toutes les maladies auto-immunes donc concernent aussi donc le microbiote intestinal. Donc, important de garder bien le microbiote intestinal aussi en équilibre. Pourquoi pas aller voir une personne spécialisée dans la médecine parallèle auquel elle s'y connaît. Elle peut faire un examen pour le microbiote et pouvoir vous conseiller donc les aliments nécessaires, les aliments complémentaires qui peuvent aider. Donc de la pelade, moi c'est des endroits qui sont localisés. Donc on a ce rond ovale auquel il est assez net et le cheveu donc tombe à cet endroit-là par plaque. Ça peut être d'un jour au lendemain, ça peut être que quelques endroits ou bien ça peut être universel.
Donc, quand c'est quelques endroits, ça peut être aussi passager. Il faut toujours même là comprendre qu'est-ce qui fait que la pelade qu'est-ce qui a déclenché cette pelade. Donc là, on retrouve aussi la glande thyroïde qui a aussi son rôle. Et par contre, bon, tout ce qui est la pelade universelle auquel on a le poil sur tout le corps qui part, donc là, on peut rien y faire. On peut pas faire revenir, donc si c'est une pelade universelle. Moi, j'ai mon frère à l'état, j'allais parler en italien, à l'âge de 13-14 ans, il a commencé à avoir des plaques dans la nuque qui ont commencé à descendre, à tomber. Et puis maintenant, bah, il a 34 ans. Donc 34, 39 ans, et, ben, il a plus un seul poil sur la tête, sur tout le corps. Donc il a une pelade universelle. Donc on peut rien faire contre ces maladies auto-immunes. Donc l'importance ici, c'est le côté psychologique. Donc on ne doit pas sous-estimer ce côté-là parce que toutes ces anomalies, toutes ces maladies auto-immunes, ça concerne beaucoup le côté psychologique. Donc, c'est des personnes qui se renferment beaucoup en elles-mêmes et sont très sensibles aussi à ce qui se passe autour d'elles et puis fait que ça peut se déclencher ou pas. Et par rapport aux pelades, selon l'endroit, ça peut être, on avait vu ensemble euh, les problématiques de zone de cuir chevelu, hein. Le devant, le dessus de tête, l'arrière de tête, la nuque. Est-ce que les pelades, c'est aussi, on peut se fier un petit peu à ces zones-là? Tu te souviens, on Ouais. avait vu le dessus de tête. Oui, ça peut être des endroits, ben, on avait une, c'était qui, Ghislaine, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, ben, elle a eu beaucoup à cet endroit-là, donc là, là, c'est plutôt physique. Donc le Ouais. côté derrière, donc physiquement, ça peut atteindre moi beaucoup. C'est rare que je vois par-dessus. C'est plus aussi bah, sur les côtés. Donc on a le côté du foie, vésicule biliaire, le foie. Donc là on comprend bah, c'est le côté bah, des intestins, donc le microbiote. Donc, tout ce qui est, le microbiote que nous avons sur le cuir chevelu, s'il est déréglé, s'il n'est pas en bonne santé, c'est parce qu'il y a un problème, si c'est pas dû au produit, bah, c'est un problème qu'on a dans notre intestin déjà, le microbiote intestinal. Donc, oui, le côté émotionnel peut déséquilibrer notre microbiote intestinal. Le stress, les hormones, bah, tous ces quatre grands systèmes se déséquilibrent l'un avec l'autre. Donc, s'il y en a un va pas bien, fait déséquilibrer aussi les autres. Donc, c'est vrai, quand je parle ben, du microbiote, c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut plus facilement parler avec avec les clients que bah, le côté hormonal. Nous, on n'est pas médecin, ben, on n'est pas spécialiste dans les hormones. Donc là, c'est plutôt, oui, on connaîtra un peu, mais envoyer chez les spécialistes. Mais sur l'alimentation, donc on peut aussi en parler un peu par rapport à nos expériences. Mais après, ben, ça, quand c'est des maladies auto-immunes, on veut pas rentrer là-dedans dans le sujet. On peut les accompagner pour les relaxer, les détendre, leur faire des massages, des bains, des spas. Mais à côté, donc, il faut qu'ils puissent voir, un spécialiste. Là, nous avons un exemple d'une alopécie cicatricielle fibrosante. Ça, c'est une demi-cliente. Donc auquel elle vient à peu près tous les 3 mois couper ses cheveux. Elle fait juste la coupe des cheveux, elle aime bien avoir les cheveux courts et puis comme ça elle s'en occupe pas. Et puis d'une fois à l'autre, ben je commençais à remarquer bah, sur les tempes que les cheveux étaient un petit peu clairsemés, pas comme c'est là maintenant, c'était beaucoup moins. Et puis d'une fois à l'autre, après j'ai posé la question si elle s'était déjà rendu compte qu'elle avait ces tempes un peu clairsemées. Puis elle a dit non, enfin elle a jamais vu. Elle pensait que c'était normal, c'était dû à l'âge, donc 65 ans, donc elle n'était pas si âgée que ça. Et puis alors je l'ai conseillé d'aller voir un dermatologue. Après ben elle a pris rendez-vous avec le dermatologue. Puis effectivement c'est une alopécie cicatricielle fibrosante de la famille du lichen planus. Donc c'est une maladie auto-immune qui attaque le follicule pileux. Et comme vous pouvez voir à gauche, là vous voyez il y a une partie, je sais pas si on voit mon curseur qui passe ici. Donc toute la partie claire proche des cheveux. Vous voyez, le visage, c'est
c'est bronzé, c'est coloré. Là, près des cheveux, c'est très clair, c'est blanc, c'est lisse. Donc, c'est le cheveu qui c'est, comme on peut voir. Vous voyez les racines des cheveux, là, l'orifice, c'est un petit peu boursouflé. Donc, on voit tout plein de petits points. Donc, c'est des inflammations du follicule pileux, que le follicule pileux, ben, il est éjecté, le corps, on ne sait pas pour quelle raison, à un moment donné, ben, il attaque le follicule pileux et petit à petit, il va à la surface, puis il est éjecté. Donc là, il y aura encore toute cette partie-là jusqu'à 2 centimètres comme ça qui vont encore tomber à la longue. Et le médecin lui a donné juste une lotion à la cortisone à mettre régulièrement. C'était comme de l'eau. Et puis, bah, ça n'a pas fait plus que ça. Donc, ça n'a pas stoppé sa chute. Donc là aussi, on le voit sur la droite. Vous voyez juste le premier centimètre. On voit aussi des petits points qui sont présents. Bah, c'est le follicule pileux là qui est en train de diminuer. Mais après, à un moment donné, ça se stoppe. Ça prend pas toute la tête. Ça prend vraiment que la partie des tempes et la partie frontale de la tête. Et je sais pas si vous avez déjà vu des clientes qui ont bah, cette attache, cette lisière qui est beaucoup plus en arrière, mais ça va pas plus loin. À un moment donné, ça se stabilise. Et là aussi, cette cliente, ben, j'ai demandé un petit peu comment on voit son microbiote, son estomac, ses intestins. Puis elle me dit que c'est vrai qu'elle a un petit peu des problèmes d'intestin parce que donc quand on parle des 4 zones, la partie de devant, les quatre doigts depuis la tache des cheveux qui sont en arrière, toute cette bande jusqu'à devant l'oreille, ça touche le système digestif. Mm. Donc là, c'est vrai qu'elle me disait qu'elle avait un petit peu de problèmes, donc pas grave, mais des problèmes de ça. Mais après, en discutant, en parlant un peu plus, ben, quand elle était bien plus jeune dans sa famille, et elle a eu 2 personnes de sa famille qui se sont suicidées, donc qui les a vues. Donc ça lui a fait un choc, puis ça a eu un impact sur son système digestif. Donc puis j'ai une autre cliente aussi, donc un peu plus âgée, auquel elle a aussi comme cette cliente-là, le dessus de la tête, le devant, qui commence à diminuer. Elle a 80 ans. Elle aussi, elle a beaucoup de problèmes. Elle a le Crohn, elle a le problème intestinaux. Elle a subi aussi un suicide dans sa famille, donc son conjoint l'a trouvé dans la baignoire avec les veines coupées. Alors, c'est des chocs très, très forts. Donc, ces personnes-là, ils ont subi des choses traumatisantes il y a bien longtemps, et puis c'est ça qui fait que ça se déclenche. Voilà. Donc, on peut les accompagner en faisant des massages, mais on peut pas empêcher, donc ça c'est une maladie auto-immune, on peut pas empêcher que ce problème se fasse. Ok? Ça va, vous êtes encore là? Oula, Mhm. c'est là. Pardon, j'ai touché quelque chose qu'il fallait pas. Voilà. Donc, quand on parle de pseudo-alopécie, donc c'est pas des alopécies du cuir chevelu, enfin du follicule pileux. Donc là, on parle des choses plutôt tout à l'heure, on parlait des causes mécaniques. Donc une personne fait une queue de cheval, que les cheveux sont toujours tirés, ou bien les africaines qui font beaucoup de tresses. Ils ont toute la partie, ils appellent ça la lisière, donc la partie des tempes et frontales et même de la nuque qui diminue, c'est le fait par l'attraction à force de tirer dessus. Donc la tige se casse, le follicule devient beaucoup plus faible et là il y a ces cheveux qui ne poussent plus. Ben, à la longue, si elles n'arrêtent pas, le follicule pileux va devenir cicatriciel et puis ne va pas repousser. Donc important de pouvoir comprendre quand il y a ces tractions, donc qu'ils arrêtent, qu'ils changent de manière de se coiffer. Des causes peuvent être aussi la trichotillomanie, donc les personnes qui s'arrachent les cheveux par des désespérations, qui se sentent coupables. C'est aussi des personnes qui sont très 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 sensibles émotionnellement. Et puis que là j'ai une amie justement qui a mon âge. Et puis depuis longtemps, elle s'est toujours arraché les cheveux. Ben, maintenant, elle porte une perruque parce qu'elle a aussi des lésions. À force d'arracher des cheveux, ben voilà, ça fait des lésions au follicule pileux, donc des cicatrices, et le cheveu ne repousse plus. Après, il y a l'altération de la tige capillaire. Donc, quand on a des endroits dans la chevelure, dans la tige capillaire qui est beaucoup plus fin, comme
le pili-tortille, donc le cheveu qui se tortille, et puis il y a des endroits il se tortille, ça veut dire sur lui-même, hein, pas les cheveux tous ensemble s'en mêlent, ça c'est la trichonodose. Mais quand il se pili-tortille, c'est le cheveu en lui-même qui a des endroits où il se tourne. Ça, c'est aussi des maladies que on sait pas trop d'où ça vient, comment et de quelle façon. Mais à ces moments-là, à ces endroits-là, ben, la tige est beaucoup plus faible, ben, elle risque aussi de casser. Donc, le cheveu devient très cassant. On peut les fortifier donc avec des produits. Donc, bien sûr, on peut aider et soutenir les cheveux avec les produits. Après, ben, pour les causes infectieuses, donc là, on a les teignes. Il faut pas confondre. Donc, on pourrait confondre avec l'alopécie, enfin la pelade. Ben, c'est aussi des parties rondes auxquelles on a ces zones chauves, mais la surface n'est pas la même. Donc la surface est un peu plus rugueuse. C'est des cheveux plutôt qui cassent que tomber directement. Et là, il faut surtout pas y toucher parce que on peut infecter d'autres personnes si on a traité une personne qui a des teignes. Là, il faut directement l'envoyer chez un médecin. Et ensuite, après, les causes chimiques, thermiques, à force de faire des couleurs, des décolorations, les passages de plaques. Il y a des personnes qui passent les plaques, tous les jours sur leurs cheveux parce qu'ils veulent pas de mouvement. À savoir, des fois, ils voient cet aspect crépus, donc ils passent les plaques plusieurs fois, mais cet aspect crépus, c'est un cheveu qui est déshydraté. Un cheveu qui est déshydraté, il y a la pointe qui se relève. Donc là, il faut qu'elle arrête de passer les plaques. Il faut qu'elle hydrate son cheveu, qu'on lui fait des soins hydratants avec l'acide hyaluronique et puis la kératine, enfin les traitements que nous avons, et de pouvoir utiliser surtout des protections thermiques parce que il y a des personnes qui ne savent pas, ne connaissent pas les protections thermiques et passent les plaques régulièrement et puis le cheveu, à ce moment-là, il va se casser. Donc ça, c'est aussi important de faire attention de comment les cheveux sont traités, comment les clients traitent leurs cheveux à la maison. Est-ce que là, vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes là? Je vous vois pas. Je vois personne. Oui, vous êtes là. Je vous vois. Je vous ai découvert. Est-ce que tout va bien jusque-là? Est-ce que je suis allée trop vite sur des points? Il y a des points que vous aimeriez que je reprends? On a juste quelques minutes, jusqu'à 12h30. À peu près, on prend la pause pour le dîner. Moi, j'avais juste une question par rapport à la discussion de tout à l'heure, j'avais mis par écrit, mais comment on distingue les zones où les cheveux sont dormants ou alors il y aura plus de cheveux du tout dans le bulbe? Parce qu'on Alors, quand discutait tout à l'heure par rapport à ce qu'il y a une éventuelle repousse ou pas. Alors, si c'est un cheveu dormant, quand on va regarder avec la microcaméra, on peut voir comme un petit cratère, un petit rond. Donc, Ouais. c'est là où le cheveu, donc là, il y a un cheveu qui est tombé. Il n'y a pas l'autre cheveu qui est poussé encore. Donc, on voit ce petit rond. Donc, quand il y a ce petit rond qui est encore présent, ça veut dire qu'il y a un cheveu qui va pousser derrière. Donc, ça, on D'accord. peut le voir avec la microcaméra. On peut pas le voir comme ça à l'œil nu. À quoique, on peut voir des parties un peu plus, pas chauves, mais un peu plus clairsemées. Et c'est en prenant la microcaméra, on peut voir si il y a un cheveu ou pas Donc on voit pas le cheveu, mais on voit L'orifice reste toujours apparent avec la microcaméra, même si ça fait longtemps que ça n'a pas poussé, comme on disait pour les personnes qui sont chauves, mais que ça potentiellement ça peut repousser, on le verrait quand même. voilà, si c'est dormant. Ok. Si comme mon frère exemple, lui il a l'alopécie universelle, donc lui on pourrait voir des cratères, mais comment dire, cicatrisé, donc auquel il n'y a aucun cheveu qui pousse, ou sinon il a des très 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 fins, des petits duvets minuscules qu'on voit et on voit pas à l'œil nu, qui ne poussent pas plus loin. Donc il peut aussi ne plus avoir de cheveux qui poussent, comme une alopécie avant d'être universelle, que ça vienne, ça avant que la pelade devienne donc universelle où il n'y a plus de cheveux. Donc là, à ce moment-là, donc on a des cheveux qui sont dormants. Donc on peut voir ces petits cratères, ces petits orifices vides, mais après
là, en général, ça repousse, mais ça devient universel. Donc, on peut pas savoir si le cheveu va pousser derrière ou il va pas pousser. Ça, il faut le temps. Puis quand on fait un traitement, donc avec des massages, des lotions stimulantes, donc là, on va pas voir le résultat tout de suite. Ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 6 mois. Donc, jusqu'à ce que le cheveu puisse sortir juste la pointe. Il faut le temps. Et souvent, les personnes ou les coiffeurs arrêtent avant, puisque c'est vrai que moi, le premier, j'étais pas patient à attendre 6 mois parce que je n'avais pas les connaissances. Donc, on va faire les massages, on n'a pas de résultat, on abandonne, c'est ça, en gros. Ouais. Normalement, on devrait, parce que bah, vu qu'on a vu, on perd tous les jours des cheveux, il y a un nouveau cheveu qui va pousser, il a besoin d'être stimulé pas forcément besoin, si une personne va bien, mais c'est bien de pouvoir le masser régulièrement. Je dis souvent à mes clients de se masser le cuir chevelu, bah, tous les jours, 2, 3 minutes, le soir, avant de se coucher, donc se masser le cuir chevelu pour irriguer les cheveux. Ok. Si vous n'avez pas de questions, bah, je vais vous en poser quelques-unes. J'ai pas fini ma liste, hein. Il y en a encore. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que l'effluvium télogène touche des zones précises? Quand on a un effluvium en phase télogène, est-ce que c'est des zones précises ou bien c'est sur toute la tête? Je dirais c'est toute la tête. La tête. Ouais, exactement. Il est généralement diffus, donc c'est sur toute la tête. Est-ce qu'on peut arrêter ou stopper totalement un effluvium? Est-ce qu'on peut le stopper? On peut stopper cette Oui, phase oui. d'effluvium. Oui, Non, on peut pas. D'effluvium. On parle Ah, pas d'effluvium. d'effluvium, non. non, Ouais, des on peut fluides, pas. non. Non. La ralentir? Parfait. On peut le ralentir, mais on peut pas le stopper puisque il est donc c'est génétique. Est-ce qu'un régime drastique provoque enfin, quel type de réaction? Si une personne, elle se dit, ben voilà, je vais faire un régime, je veux enlever certaines choses qui ne conviennent pas, je veux perdre du poids, donc quel effet va apporter sur le cheveu? Ça dépend quel régime, si elle amène les bons nutriments ou pas. Quand c'est drastique, hein, donc voilà, elle veut perdre du poids, donc elle enlève ci, elle enlève ça, elle enlève tout, donc elle n'a plus grand-chose à manger. On peut faire Donc de on l'anémie. Oui. Donc, ça va faire des anémies, voilà. Donc, ça va faire des carences Oh. nutritionnelles. Et donc là, on a un effluvium télogène. Quelle est la cause hormonale principale du défluvium masculin? On en a parlé. Donc, quelle est la cause La, principale? la testostérone et la DHT? La DHT, la dihydrotestostérone. C'est ce qui fait l'inflammation du follicule pileux. Exactement. Est-ce que l'effluvium peut-il devenir chronique? Oui. Oui. Explique. Bah, si par exemple c'est dû à un stress et que le stress est permanent, qu'il n'y a pas de temps de repos, on va aussi dans un stress oxydatif qui, euh, qui, euh, qui du coup va pas ralentir la chute, mais il y a aussi, moi j'ai déjà remarqué des effets chroniques, c'est-à-dire que ça peut se stabiliser, repousser, mais comme le corps a une mémoire musculaire ou autre, dès qu'il va y avoir un autre état de stress, en fait, bah, c'est le cheveu qui va prendre comme des gens qui vont avoir un eczéma par poussée, là ça va être des chutes par poussée en fonction de l'état du stress, de l'environnement, etc. Exactement. Et les carences aussi, hein. On a parlé du fer, aussi carences en fer. Ouais. Donc, si la situation n'est pas réglée, donc on a cet effluvium chronique où le cheveu continue à tomber. Et pourquoi dit-on que l'effluvium est réversible? Irréversible. Mhm. Oui, On va parce laisser la parole un peu aux autres, Laetitia. Je viens discuter avec Ah toi. non, non, je dis rien. On va faire travailler d'autres. Pourquoi on peut dire que l'effluvium est réversible? Il y a des traitements. On ne parle pas de traitement là en ce moment. Et Qu'est-ce qui se passe dans le ça peut être follicule pileux? prisonnier, ça peut être C'est un cheveu sain qui tombe.
Oui. Il y a Parce pas que c'est un cheveu sain qui tombe. C'est un cheveu sain qui tombe, oui. Mais que se passe-t-il? Comment est-ce qu'il est, le follicule pileux? Et ben, il est en santé. Il Donc, n'est pas. il n'est pas mort. Il est réveillé. Justement, il est en santé. Donc, il est juste en repos, un peu forcé, mais il n'est pas mort. Donc, il continue à vivre. Comment différencier à l'œil nu l'effluvium et le défluvium? Ça, on l'a vu. La différence entre un effluvium et un défluvium. le défluvium, c'est un peu partout sur la tête. C'est avec les full test. Full test, Oui. ça dépend des cheveux. Oui. S'il y a des longs ou des petits et des longs. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est pas la longueur de cheveux, c'est pas les petits cheveux et des gros cheveux. C'est la zone, sur les zones sur lesquelles. Non, Si c'est sur toute la tête ou si c'est par zone, hein. non. On peut distinguer un effluvium par un défluvium. L'effluvium, on a une chute de cheveux un peu plus abondante, donc on voit le cheveu tomber dans le touchant, donc les cheveux tombent. Ah oui, Et un défluvium, j'ai signé, S'affine, hein. Le cheveu s'affine, hein. le cheveu s'affine, exactement, s'affine jusqu'à ce que le follicule se cicatrise et il n'y a plus de cheveux. Est-ce qu'un choc émotionnel peut causer un défluvium? oui. Oui, rarement, mais oui. Ouais, ça peut être sur longue durée, comme on l'a vu, exactement. Euh, Est-ce qu'un défluvium est lié à l'âge? Oui. À l'âge, oui. Ouais, Les il peut hormones. commencer à partir de quel âge il peut commencer? À quelle période? Chez les hommes plutôt que chez les femmes. À quelle période d'âge? Chez la femme, vers La ménopause. la ménopause, ouais, 40-50 ans. Oh, même plus tôt. Avec les grossesses, peut-être aussi. Et même aux règles, au démarrage On des parle s'il règles. est lié à l'âge, on parle pas de grossesse ou ménopause, mais plutôt euh, par rapport aussi à la puberté. Ouais. Donc, quand elle est chez les jeunes filles, ben, les règles qui commencent, à ce moment-là, il peut y avoir aussi un défluvium, donc là, un choc. Donc, il y a des jeunes filles, ben, voilà, les règles qui arrivent, les hormones qui se développent, c'est tout un, un chamboulement, que ce soit hormonal et psychologique, donc qui fait que il peut y avoir un défluvium. Bon, un choc émotionnel, bah, chez les garçons, donc comme là mon frère à l'âge de 13-14 ans, que là il a commencé à perdre ses cheveux, puis c'est devenu un défluvium. Donc le cheveu n'a plus repoussé. Je peux poser une question, Anna? Oui, bien sûr. Effluvium et alopécie androgénétique. Donc, en alopécie androgénétique, c'est forcément héréditaire. C'est vrai, androgénétique, c'est dans les gènes, donc c'est héréditaire. Oui. D'accord. Donc ce sera un effluvium ou un défluvium, alopécie androgénétique. Ah, parce que ça peut être les deux, en fait. Non, Non, c'est un défluvium. défluvium. L'alopécie androgénétique, génétique, on la voit pas arriver forcément, donc elle s'installe petit à petit, on la voit pas tout de suite. Un défluvium, Donc c'est un défluvium. obligatoirement. Le cheveu, voilà, s'affine toujours plus jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mhm. Est-ce qu'un effluvium télogène, c'est douloureux au toucher? Un effluvium, on a une paire de cheveux importante, est-ce que c'est douloureux? Non. Ça peut. Mais il peut y avoir des Ça douleurs peut sur gratter. le chevelu. Ça peut gratter le cuir chevelu. Mhm. Ça peut gratter, ça peut être un peu sensible à la racine. Donc la racine c'est sensibilisé et ça peut avoir un peu des tensions. Des fois quand enfin des fois mais souvent quand je pose la question aux clients, est-ce que vous avez des douleurs de cuir chevelu ou bien des démangeaisons?
Ils disent que non, parce que les clients, ils s'attendent à des fortes démangeaisons, ou bien des fortes douleurs, quelque chose qui est, on peut pas s'en empêcher de gratter comme un chien qui le gratte derrière l'oreille. Mais je dis, mais c'est pas ça. Ça peut être, voilà, on va gratter un endroit avec un doigt, et puis on va regratter à le même endroit ou bien l'autre endroit. Des petites démangeaisons par-ci, par-là.